c'est excellent. François Hollande, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Monsieur le Président, je vais vous appeler, mais je vais vous appeler aussi François Hollande. Merci d'honorer votre promesse faite il y a près de 2 ans. Je me souviens. Vous êtes ici pour répondre aux questions des auditeurs et téléspectateurs aussi. Tout à l'heure, entre 9h et 9h30, dialogue direct, sans aucune complaisance avec les Français. Leurs questions et les miennes ne vous ont pas été soumises, hein, François Hollande, bien entendu. Hein, bien entendu. Je n'ai rien, donc j'aurai tout le plaisir et tout le bonheur de répondre à des questions. Très bien. 2 ans de présidence aujourd'hui. Aucun président de la Ve République n'a été aussi impopulaire que vous. Déception profonde, crédibilité envolée. Si vous aviez voté pour François Hollande il y a 2 ans, et vous l'avez fait, vous avez voté pour François Hollande il y a 2 ans, seriez-vous déçu? Je serais impatient. Pas déçu. Je savais quelle était la situation du pays. Je ne l'avais pas d'ailleurs dissimulée. Elle était grave. Des déficits considérables, une dette qui avait progressé de 600 milliards, une perte de compétitivité, une zone euro qui était dans la turbulence. Enfin, franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait, dès le lendemain, des lendemains qui auraient chanté. Donc, électeur de François Hollande, vous ne seriez pas déçu aujourd'hui? Sur le quinquennat que j'aurais à être jugé, qu'il y aurait une phase nécessaire de redressement, que des mesures courageuses devaient être prises. Elles l'ont été sous le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. J'avais dit qu'ensuite, si nous avions bien travaillé, si nous avions fait les choix qui convenaient, les réformes qui étaient nécessaires, alors il y aurait un retournement, un redressement qui pourrait s'opérer. Mais moi, mon objectif, mon combat, c'était de remettre la France en marche. Elle ne l'était plus. 2012, si j'ai gagné, c'est pas parce que j'avais un programme étincelant. C'est sans doute parce que mon prédécesseur avait échoué. C'est parce que les Français savaient bien quelle était l'ampleur de la crise. Donc s'ils m'ont choisi, c'est sans doute parce qu'ils espéraient que ça changerait bien vite. Mais en même temps, c'est parce qu'ils avaient conscience que jusqu'à présent, ce qui aurait dû être fait ne l'avait pas été. Alors, ils ne me font aucune indulgence, vous avez bien noté, l'impopularité est là, non, et vous non plus. Je ne vais pas l'être. Mais ils ne me font aucune indulgence, et en même temps, moi je demande à être jugé à la fin. À la fin du quinquennat, dans 3 ans. Échec quand même, pour l'instant échec. Échec pour l'instant. Mais échec de quoi? Sur le chômage? Dans votre politique? Sur le chômage. Est-ce que vous avez... Regardons les choses. Si on doit regarder l'échec, il est sur une promesse que j'ai faite, d'inverser et répéter, d'inverser la courbe du chômage. Ce n'est pas encore le cas. Nous l'avons stabilisé, nous ne l'avons pas inversé. Alors, je me bats. Je me bats pour que cette promesse, qui est la seule qui compte aux yeux des Français, que le chômage puisse baisser, que la croissance puisse repartir, que le pays puisse avancer, que cette promesse soit tenue. Moi, j'ai des questions à vous poser. Avez-vous sous-estimé les difficultés économiques? Avez-vous caché la vérité sur les comptes publics? Avez-vous égaré les Français qui ont le cœur à gauche en affirmant vouloir combattre la finance? Pourquoi ne pas avoir dit aux Français tout de suite que vous alliez augmenter les impôts? On reprend dans l'ordre vos questions. D'abord, est-ce que j'ai dissimulé la gravité de la crise? Non. Je l'avais évoqué pendant la campagne présidentielle. Est-ce que je n'ai pas suffisamment dit au lendemain de l'élection que la situation que j'avais trouvée était grave? Oui, je ne l'ai pas suffisamment dit. Parce que je n'ai pas voulu simplement me défausser. Pourquoi ne pas l'avoir dit? J'avais devant moi un rapport de la Cour des comptes qui était déjà suffisamment grave dans ce qu'il signifiait de notre dette, celle de nos prédécesseurs, et du déficit qui m'était laissé. Mais il y a un point que je n'ai pas suffisamment souligné, c'était la dégradation de la compétitivité de l'industrie française. Nos pertes de marché. Il a fallu, ça n'a pas duré très longtemps, le rapport Gallois, vous vous en souvenez, novembre 2012, à peine 6 mois après mon élection, qui a parfaitement et objectivement situé le mal français, c'est-à-dire une industrie qui avait perdu l'essentiel de sa compétitivité. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tergiversé, j'ai hésité, j'ai attendu. Non, j'ai pris tout de suite une décision qui n'était pas facile pour mes amis. Vous évoquiez la gauche. J'ai dit il faut alléger le coût du travail des entreprises. Parce que s'il n'y a pas une baisse du coût du travail, il n'y aura pas le redressement de la compétitivité. François Hollande. Alors, vous avez commencé par défaire ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy, et notamment les aires supplémentaires défiscalisées, qui a été une erreur. Alors, attendez, on reprend là aussi dans l'ordre. J'ai voulu, dès le départ, c'est-à-dire au mois de juillet et août,
remettre en cause les avantages fiscaux pour les plus favorisés qui avaient été concédés par mon prédécesseur, sur l'impôt sur la fortune qui avait été rogné, sur l'impôt sur les transmissions, les successions pour les plus hauts patrimoines qui avait été abaissé, sur un certain nombre de revenus qui avaient été défiscalisés. Alors c'est vrai, je veux le reconnaître. Sur les heures supplémentaires, c'était un engagement que j'avais pris. C'est une erreur ? Je vais y venir. Pourquoi j'ai pris cette décision ? Pour faire mal aux Français ? Sûrement pas. Mais parce que les heures supplémentaires étaient défiscalisées quand les heures normales étaient fiscalisées. Pourquoi ? Comment comprendre ? Mais en même temps, j'ai vu les conséquences que ça a eu sur un certain nombre de salariés qui étaient à 39 heures, à qui on n'avait pas demandé de baisser leur temps de travail à 35. Ils étaient à 39 heures. Ils touchaient donc des heures supplémentaires. Et ils ont été fiscalisés. C'est pourquoi j'ai demandé au gouvernement de Manuel Valls que nous puissions traiter cette question de l'entrée dans le barème de l'impôt sur le revenu pour ce type de contribuable. Parce que j'ai conscience que le travail doit être encouragé. Nous allons revenir sur votre changement de politique annoncé le 14 janvier dernier, sur l'avenir, les 3 ans qui vont arriver. Mais dites-moi, en 2 ans, vous vous êtes enfermé dans votre palais, perdant le lien avec les Français. Vous n'avez pas eu cette sensation-là de perdre le lien avec les Français, franchement ? Mais qu'est-ce que je dois faire ? Travailler pour le pays, le remettre en marche. Je ne suis pas là pour... Parler aux Français. Mais parler, je le fais. Qu'ils vous entendent. Là, vous le faites ce matin. Mais je l'ai fait avant. Mais je le referai encore plus souvent si c'est nécessaire. Qu'est-ce que j'ai eu à faire ? Parler aux Français tout de suite ? Non, j'ai eu affaire à traiter la plus grave crise de la zone euro, qui aurait pu éclater. Ça m'a pris quand même quelques mois. J'ai réorienté l'Europe sur le pacte de croissance. Vous croyez que ça s'est fait comme ça ? Aller descendre dans la rue, aller saluer mes compatriotes ? Je l'ai fait. Il a fallu convaincre. Et vous ne pouvez plus ou presque plus descendre dans la rue, François Hollande. Vous êtes sifflé, hué à Carmont, regardez, écoutez. Je préfère aller au contact des Français, quitte à être sifflé ou être hué. Ceux qui se livrent à ce type de manifestation, le dialogue est difficile, mais c'est assez rare. Le reste, moi je préfère regarder les Français en face. Ils ont quelque chose à me demander, ils le feront tout à l'heure à travers vos questions. Je préfère le faire. Moi je n'ai rien à redouter. Parce que ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait pour moi, je ne l'ai pas fait pour une exhibition personnelle, je ne l'ai pas fait pour une recherche de popularité. Ce que j'ai fait depuis 2 ans, c'est pour la France. Et je préfère, à la fin de mon mandat, me poser cette question. Est-ce que j'ai tout fait pour que la France se remette en marche, ou est-ce que j'ai tout fait pour regarder les Français de biais, de peur de rencontrer leur jugement le moment venu ? Pour terminer ces 2 années de bilan, François Hollande, est-ce que vous avez commis des imprudences dans votre vie privée ? Non, je pense que la vie privée relève de la vie privée. Alors, est-ce que je pense qu'il y a toujours à Je parle d'imprudence. Je pense qu'il y a toujours à avoir une relation simple avec les Français. Qu'ils me jugent sur ce que je fais. Qu'ils me regardent pour ce que je suis. Et je n'ai pas ici à confondre vie privée et vie publique. Est-ce que votre comportement a été digne ? Oui, je le pense. Toujours. Et vous ne pouvez pas ici laisser penser que je ne l'aurais pas été. Jamais je me suis livré à je ne sais quelle facilité, confusion. Jamais je n'ai été dans une forme de vulgarité ou de grossièreté. Souvenez-vous ce que j'avais dit sur ce débat fameux entre Nicolas Sarkozy et moi-même, moi président de la République. Reprenez toutes ces déclarations que j'ai pu faire à ce moment-là. Et j'ai toujours veillé à respecter l'indépendance de la presse, de l'audiovisuel, de la justice. Jamais je n'ai fait en sorte que l'Élysée soit un lieu de pouvoir, certes, mais de confusion avec des partis ou avec des idéologies. François Hollande, je vais aller encore plus loin. Absence de résultats, amateurisme, manque d'autorité. Est-ce que vous êtes à la hauteur de la fonction ? C'est aux Français d'en juger. Franchement. Ils m'ont élu. Vous savez que le doute est là. Il est installé, le doute. Mais le doute, il est normal. Pensez que dans une période de crise, dans une période de difficulté, les Français pourraient être indulgents, pourraient être bienveillants quand on leur demande tant d'efforts. Je leur ai demandé beaucoup d'efforts. Je leur ai demandé à un moment où ils espéraient tout de suite pouvoir avoir le retour de leur vote pour ceux qui l'avaient effectué en ma faveur. Je leur ai demandé d'avoir aussi un effort de solidarité à travers des prélèvements. C'est pas facile. Je l'ai fait dès le mois de septembre. Je n'ai pas attendu septembre 2012. Je leur ai dit, les déficits sont inacceptables. Une dette qui s'alourdit. Je vous demande, notamment aux plus favorisés, mais pas seulement, on a évoqué les heures supplémentaires, je vous demande un effort. Je n'ai pas différé. Je n'ai pas essayé de diluer cela.
Bon. Ensuite, vous me dites, il y a eu pendant 2 ans une forme d'amateurisme. Amateurisme quand il s'est agi de sortir de la crise de la zone euro. Amateurisme quand il s'est agi d'intervenir au Mali quand personne ne le faisait et que le terrorisme était en train de gagner la partie. Amateurisme quand il s'est agi d'aller en Centrafrique pour éviter un génocide. Amateurisme quand il s'est agi sur la crise syrienne où j'étais le seul chef d'État occidental à dire attention. Ce qu'on est en train de laisser faire, c'est un massacre. Mais vous avez... Et donc, moi, je préfère prendre mes décisions, prendre mes responsabilités, et puis être jugé sur les résultats. Par ailleurs, sur les résultats, je veux quand même y venir. Mais je vais y venir. Je voudrais vous poser une dernière question sur ce bilan. Et ce moment, l'un des moments de vos 2 premières années, évoqué en direct, franchement, le cas d'une adolescente étrangère de 15 ans expulsée avec sa famille, était-ce votre place ? Il y avait un débat, y compris au sein du gouvernement. Écoutez, à un moment, il faut prendre une décision. Cette famille avait été expulsée à raison. Oui. Le droit l'a confirmé, et la justice aussi. Ensuite, il y avait cette jeune fille qui avait été emmenée alors qu'elle était dans un car scolaire. Il y avait un doute. J'ai convoqué le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, le ministre de l'Intérieur. Nous avons cherché une solution. La famille ne pouvait pas revenir. Cette jeune fille avait été enlevée, en tout cas arrêtée là où elle n'aurait pas dû l'être. Bon, on a dit pour cette jeune fille, elle avait sa sœur qui était en France, elle pouvait y venir. C'était un principe que j'avais posé. Elle ne l'a pas voulu, cette question est réglée. Il y a un moment où il faut faire aussi ses choix. Et si je ne l'avais pas fait, on m'a dit, mais pourquoi vous n'avez pas pris votre décision ? Mais on peut faire le choix sans apparaître. Mais écoutez, tout ça est secondaire. Ce qui compte, c'est un moment de faire le choix et de prendre la décision. Alors, parlons du 14 janvier dernier. François Hollande, vous voulez bien ? 14 janvier dernier, vous changez de politique. Non. Enfin, non, je ne change pas de politique. Vous annoncez, vous accélérez... C'est tout à fait différent. Oui, enfin, vous ne changez pas de politique. Non, mais puisque dès le mois de novembre 2012, lorsque face à la dégradation de la compétitivité de l'entreprise France, je décide d'alléger le coût du travail, de créer le crédit impôt compétitivité emploi, dont le versement va intervenir... Novembre 2012. Oui, dont le versement va intervenir le 15 mai prochain. Pour toutes les entreprises qui ont des salariés, 4% de moins sur leur masse salariale. Près de 2 ans après. Parce qu'il fallait mettre en place cette mesure et nous n'en avions pas les moyens. Donc ça a été décidé pour le 15 mai. Il y a eu des préfinancements qui ont été accordés dans l'année 2013. Qu'est-ce que je fais le 14 janvier ? Je dis, il faut aller encore plus loin, encore plus vite, parce que le pays doit avoir des résultats. On allège donc de 10 milliards de plus le coût du travail. On va simplifier encore davantage des procédures. Et pour financer l'ensemble de ce dispositif, je fais l'annonce d'un plan d'économie de 50 milliards que le Premier ministre Manuel Valls met en œuvre. Et donc, il y a là un approfondissement, une accélération, parce que je veux des résultats. Et ces résultats viendront. Et d'ailleurs, j'ai évoqué le mot de retournement. On va en parler. Un certain nombre de sourires. Gogna a quand même le retournement, alors que la croissance, qui était de 0, vous savez que de 2008 à 2012, la croissance a été de 0. À partir de 2014, la croissance repart. Et je vais m'en plaindre. Je vais dire aux Français, vous savez, vous êtes toujours dans une situation difficile. On ne peut pas trouver le chemin de sortie. Eh bien non, il y a un chemin de sortie. Un chemin. Sur la croissance, on va en reparler parce que la Commission européenne parle d'une croissance de 1,5 en 2015. Mais je vais en reparler avec vous, François Hollande. Je voudrais revenir sur ce qui s'est passé, donc accélération le 14 janvier dernier. Puis les municipales arrivent, échec cinglant, vous en convenez. Est-ce que c'est cet échec qui vous a poussé à changer de Premier ministre ? Vous aviez décidé avant ? Je pensais que Jean-Marc Ayrault avait fait du bon travail et il les a prises, les mesures, avec moi. Celles que j'ai évoquées. Celles qui ont été des actes majeurs pour la compétitivité, pour l'emploi et pour la réduction des déficits. Mais il y a une élection qui arrive, une sanction qui est prononcée. Je l'entends. Une réorganisation est nécessaire, une accélération conforme d'ailleurs à ce que j'avais annoncé le 14 janvier, doit être... C'est donc l'échec au municipal qui vous a poussé à changer de Premier ministre ? Et si les Français s'expriment et que je ne les écoute pas, alors là vous pourrez, à juste raison, me faire reproche. Mais lorsque les Français disent qu'ils veulent que ça aille plus vite et plus fort, alors j'en tiens compte. Je salue ce qu'a fait Jean-Marc Ayrault, c'était important pour le pays, et on s'en souviendra. Mais je pense que Manuel Valls, aujourd'hui, avec une équipe resserrée, 16 ministres, doit donner l'impulsion nécessaire. Et nous allons y parvenir. Parce que moi, ce que je veux, c'est que les Français se disent, pourquoi on fait tant d'efforts ?
Ça fait des années qu'on leur demande des efforts. Mais c'est ce que sans les Français résultat. se disent, et ce qu'ils se sont dit aux municipales, notamment ceux de gauche qui ont voté pour vous, François Hollande. Ceux de gauche ne sont pas venus voter aux élections municipales. J'ai entendu ce message, y compris de leur silence. J'entends les colères, je ne suis pas sourd, je vois les insatisfactions. Donc qu'est-ce que je me dis ? Nous devons aller encore plus vite. Parce que pour les Français, c'est insupportable. Ils veulent des résultats. Plus vite. Vous allez aller encore plus vite ? Oui, on va aller plus vite sur la réforme territoriale. On va en reparler. On va aller plus vite sur la simplification. On va aller plus vite sur l'allègement du coût du travail. On va même aller plus vite sur les impôts qui doivent baisser, puisque dès cette année 2014, alors que nous n'avons pas encore tous les moyens pour y parvenir, nous allons prendre une mesure supplémentaire pour les salariés modestes. Donc Manuel Valls est nommé Premier ministre. Il est très populaire, enfin beaucoup plus populaire que vous. Vous l'avez remarqué, j'imagine, il est beaucoup plus populaire. Mais tant mieux. Si je n'allais pas prendre un homme qui a été jugé comme impopulaire, ou comme incompétent. C'est cette popularité qui vous a poussé à le choisir ? Sa compétence, sa popularité, oui, sans doute. Mais c'est tenable longtemps, François Hollande ? Mais là aussi, je ne suis pas dans un jeu. Je ne fais pas là une sélection de personnes pour prendre celui qui ne me ferait pas concurrence. Je n'ai qu'un seul souci, l'intérêt du pays. Je ne suis pas dans une combinaison. Je prends Manuel Valls pour toutes ses qualités, avec un gouvernement dont je connais la compétence de chacune et de chacun, parce que nous devons réussir. Moi, je veux qu'à la fin de mon mandat, la seule question à laquelle j'ai pu répondre, c'est la suivante. Est-ce que j'ai pu faire avancer le pays? Ou est-ce que j'ai simplement été là pour gérer les affaires courantes? Je ne suis pas là pour gérer les affaires courantes du pays, parce que le pays ne peut plus attendre. 50 milliards d'euros d'économies dans les dépenses publiques. François Hollande, Pierre Gattaz vous applaudit. Il vous applaudit et lui demande une modération salariale. Et dans le Canard enchaîné demain, on apprend qu'il s'est augmenté de 23%. Bon, tout cela fait mauvais effet, vous en conviendrez. C'est pas moi qui augmente, monsieur Gattaz. Vous en conviendrez aussi. Donc, il y a un moment où chacun, j'ai appelé le pacte comment? Le pacte de responsabilité et de solidarité. Chacun doit être responsable. On ne peut pas demander la baisse du SMIC, voire même sa suppression, et en même temps considérer qu'il n'y a pas de salaire maximum, que tout est possible pour ceux qui sont en haut et que rien ne serait possible pour ceux qui sont en bas. Ça, c'est un principe qui est contraire à l'idéal même de la République. Les revendications salariales, nous les écouterons tout à l'heure avec les auditeurs et les téléspectateurs. Alstom. Quand avez-vous appris qu'Alstom s'apprêtait à vendre sa division énergie à General Electric? Je l'ai appris quand le PDG lui-même en a convenu. Pas avant? Mais non, nous sommes dans une économie, on peut le déplorer, où ceux qui ont... L'État ne compte plus? Mais ceux qui ont le capital n'informent pas l'État, pas plus qu'ils n'informent la presse. Donc ils étaient en train de négocier une vente à General Electric, entreprise installée en France, tout à fait respectable. Tout à fait. Pour le dimanche, qu'est-ce que j'ai fait avec le gouvernement de Manuel Valls et avec Arnaud Montebourg? J'ai dit non, on ne peut pas négocier un plan de vente du capital d'Alstom. M. Bouygues ne peut pas vendre sa participation sans que l'État dise son mot. Pourquoi l'État? Nous ne sommes pas partis au capital, mais parce que l'État fait de la commande publique à Alstom. Donc, j'ai pu obtenir un délai d'un mois qui va nous permettre de faire quoi? Parce que je pense aux salariés de L'offre de General Electric est suffisante aujourd'hui? Non, je l'ai moi-même fait dire par Arnaud Montebourg. Elle n'est pas suffisante, donc elle n'est pas acceptable. Il y a une autre offre. On va essayer de la faire apparaître si elle est meilleure. Mais que pouvez-vous faire? Faire en sorte que les offres puissent être enrichies pour l'emploi. Moi, je pense aux salariés d'Alstom. Ceux qui sont dans la division transport, qui ne seraient pas repris par General Electric, qui se disent « Mais qu'est-ce qu'on va devenir ?» Et les autres qui peuvent se dire, mais est-ce qu'il n'y aura pas des doublons, peut-être même avec une offre qui viendrait de Siemens? Ils ont raison de se poser ces questions. Donc le rôle de l'État, c'est de pouvoir obtenir toutes les réponses à toutes les questions et de faire en sorte que l'intérêt national puisse être préservé. L'État au capital? Pour l'instant, ce n'est pas une hypothèse. C'est une hypothèse envisageable? Aujourd'hui, je préfère améliorer les offres, parce que l'État était présent au capital, on finirait par l'oublier. Et puis il est sorti du capital, c'était sous une autre majorité, avec un autre président de la République. Et c'est là que Bouygues a pris cette participation 2004. Qui était jusque-là celle de l'État. C'était un peu plus tard, en 2008. Mais, 2008, oui. Mais, 2004, première intervention. Mais aujourd'hui, nous avons suffisamment de moyens de pression pour faire en sorte qu'à la fin du processus, ce soit bon pour Alstom
bon pour l'industrie française et bon pour la diversification énergétique du pays. Je me souviens de ce que vous disiez au Bourget, parce que c'est un discours qui a marqué à beaucoup de vos électeurs et d'autres. D'ailleurs, je ressens une profonde émotion, celle d'exprimer votre conviction, votre volonté, votre espérance. Je mesure la fierté d'avoir été désigné par des primaires citoyennes comme candidat à l'élection présidentielle. J'ai conscience de la tâche qui est la mienne, incarner le changement, faire gagner la gauche et redonner confiance à la France. Il vous reste 3 ans pour cela. Vous parlez aujourd'hui de redressement, de retournement économique. Le retournement économique qui arrive. Mais il arrive où, ce retournement économique? Comment? D'abord, comment il arrive? Oui. Par les politiques que nous avons mises en place. À la fois à l'échelle européenne, parce qu'il y a une reprise en Europe, et nous avons stabilisé la zone euro. Nous avons installé une union bancaire pour lutter contre la finance, cette finance que j'ai dénoncée au Bourget. Et puis, mais vous avez lutté contre la finance? La taxe sur les transactions financières va être décidée. À minima, cette taxe. Elle était inexistante jusqu'à présent. Elle est là. Nous avons taxé les bonus bancaires, introduit une loi de séparation des activités spéculatives et des activités de dépôt pour les banques, et fait en sorte que nous puissions avoir une banque publique d'investissement. Est-ce qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt sont hauts en France? Ils sont les plus bas de notre histoire. Donc la finance, elle a été maîtrisée. Le problème, c'est que nous manquons de croissance. Et quand je dis il y a un retournement, c'est que, alors après 5 ans de stagnation, nous avons maintenant la prévision, mais pas la prévision, pas la mienne, pas la prophétie. Mais la Commission européenne dit 1,5 en 2015 et le FMI dit 1,7. François Hollande. Alors, c'est 1,5, c'est 1,7, mais qu'importe. Qu'importe. Entre 1,5 et 2... Aujourd'hui, c'est combien? L'année dernière, c'est 0,3. Eh bien voilà, vous avez donné la réponse. Donc c'était 0,3 en 2013. On va faire plus de 1, j'espère, en 2014 et 1,5, 1,7 en 2015. Ça veut dire qu'on est sorti de la stagnation. Alors, on me dit, il ne faudrait pas l'avouer aux Français? Ça va mieux? On ne devrait pas leur dire? Ça va mieux? Ça va pas encore suffisamment. Vous demandez aux Français d'être patients, si je vous comprends bien. Je leur dis que nous avons pris les mesures qui nous permettent d'avoir demain des résultats. Je leur dis qu'il faut avoir confiance en nous-mêmes. Je ne demande pas confiance au gouvernement ou au président de la République. Je ne dis pas d'aimer le président de la République ou d'aimer le Premier ministre ou le gouvernement. Je leur dis d'aimer la France, de penser que la France a des atouts qui peuvent demain nous permettre de garder notre modèle social et de faire davantage de croissance et d'emploi. Les Français aiment qu'on les aime. Est-ce que vous les aimez, François Hollande? C'était dans le discours du Bourget, mais ça n'empêche pas d'être répété. Moi, j'aime les Français, j'aime les gens, j'aime ceux qui sont dans une difficulté et qui gardent espoir. J'aime ceux qui sont fiers de leur pays. J'aime ceux qui ne sont pas forcément des gens de beaucoup, souvent des gens de peu, mais qui, chaque fois qu'ils font un acte pour leur pays, s'en sentent orgueilleux. Oui, moi j'aime la France. Et quand je vais partout à l'étranger et que j'entends ce qu'on dit de la France, j'ai un conseil à donner à tous ceux qui nous écoutent. Parlez de la France. Aimez la France, faites vivre la France, vous êtes la France. La France, c'est un grand pays. Alors, et quelquefois, moi je me désole, vous aimez la France? Je me désole que ce soit en France qu'on dise parfois le plus de mal de nous-mêmes, alors que partout dans le monde, on nous regarde comme un pays qui a des valeurs, un mode de vie, une conception même de la liberté, alors, qui devrait faire notre fierté. Puisque vous aimez les Français, comment allez-vous baisser leurs impôts? Puisqu'on parle de retournement. Non, Jean-Jacques Bourdin, mais si aimer les Français, c'est simplement de leur dire vous allez payer moins d'impôts. Je ne suis pas dans ce type de rapport. Mais les Français, je pense que ce qui compte, c'est est-ce qu'on fait une politique qui permet à notre pays de rester lui-même dans ses valeurs et d'être capable demain de donner à la jeunesse de France un avenir meilleur. Alors pour les impôts, qu'est-ce qui m'importe? Allez-y. Si je fais avec le gouvernement 50 milliards d'économies de dépenses, c'est pas pour faire souffrir, c'est parce que nous avons trop de dettes et trop de déficits. Mais aussi parce que je veux qu'avec ces économies, nous allégions le coût du travail des entreprises pour qu'elles créent plus d'emplois et donc offrent plus de pouvoir d'achat. Et deuxièmement, pour que nous baissions les impôts des Français. Pas simplement des entreprises. Comment? Des Français. Donc dès le mois de septembre, il y aura
une amélioration du barème de l'impôt sur le revenu pour que, pour l'impôt à payer cette année, il y ait ce que je ne veux plus revoir, c'est-à-dire des Français qui ont des salaires modestes qui rentrent dans le système de l'impôt sur le revenu. Et l'année prochaine, au 1er janvier 2015, il y aura 2 réformes majeures. Au 1er janvier 2015, les salariés qui sont entre 1 SMIC et 1,3 SMIC, ceux qui travaillent et qui n'ont pas forcément toujours le retour de leur propre labeur. Ceux-là, ils auront 3 points de cotisation en moins, c'est-à-dire 3 points de pouvoir d'achat en plus, dès le 1er janvier 2015. Et pour les employeurs qui emploient des salariés au SMIC et un peu plus, ça sera 0 charge sociale, 0. C'est-à-dire sur la feuille de paye, l'employeur qui a un salarié, il ne paiera aucune cotisation sociale. Est-ce que je peux être plus clair? Donc qu'est-ce que ça va donner comme message? Un message d'espoir pour ceux qui travaillent beaucoup et qui ont peu, y compris ceux qui font des heures supplémentaires. Et pour les employeurs, un message de simplification, 0 charge pour les salariés payés au SMIC et un peu plus. Bien, 3 ans, transition énergétique, réforme sociale, notamment la dépendance, loi sur la dépendance, simplification de l'État, réforme des départements, réduction du nombre de régions sont les objectifs dans les 3 ans. Grand texte, grand thème développé dans les 3 ans qui viennent. La réduction du nombre de régions avant 2021 ? Oui. Faut aller vite. Aller vite sur les réformes de notre territoire. Je suis très attaché au territoire. J'ai été moi-même maire, président d'un conseil général. Je considère qu'aujourd'hui, toutes ces structures ne sont plus lisibles pour les Français. Il faut à la fois de la proximité et en même temps de l'efficacité. Donc, j'ai demandé au gouvernement de Manuel Valls d'accélérer la réforme territoriale. Et je vais procéder à une consultation des principaux chefs de partis politiques pour que nous puissions, pour les élections régionales et cantonales à venir, avoir un nouveau découpage pour les régions et une... Pour les prochaines élections, 2015 ou 2016 ? Si c'est 2016, ça permettrait d'avoir le temps. Mais je ne veux pas sera 2016 ? Je pense que ce serait intelligent de faire des élections régionales et départementales avec le nouveau découpage. C'est-à-dire en 2016. Combien de régions? Je pense que 12 régions ou 11 régions, la moitié donc pourrait être la bonne carte de notre territoire, et que pour les départements, je pense que les conseils généraux ont vécu. J'ai été moi-même président de conseil général. Je considère qu'une réforme majeure doit être portée et qu'il n'y a plus de temps à perdre. Et là, on verra qui sont les réformateurs et qui sont les conservateurs. Le chômage. Vous avez dit à Clermont-Ferrand, si le chômage ne baisse pas, je ne serai pas candidat en 2017. Vous confirmez ce matin? Comment, si j'ai échoué à faire baisser le chômage en 2017, je pourrais prétendre que j'y parviendrai pour les 5 ans qui viennent, après 2017? Non. Moi, je me suis fixé comme objectif, comme obligation. Ça sera la preuve que le pays a pu sortir de la situation dans laquelle je l'avais trouvé, la baisse du chômage. Donc c'est mon obsession. Donc si dans les 3 ans qui viennent, le chômage ne baisse pas, vous ne serez pas candidat. Mais je ne peux pas, même si je le voulais. Parlons franchement. Donc, sur les 3 ans qui viennent. Vous m'avez posé ces questions au début de l'entretien. Oui. Comment voulez-vous qu'à la fin du mandat, si j'ai échoué sur la croissance, échoué sur le chômage, échoué sur le redressement du pays, je puisse dire j'ai la solution pour la suite? Donc je vais me battre pour que les Français puissent retrouver. C'est sur les 3 ans qui viennent. Oui, donc. Pas sur les 5 années après, sur les 3 ans. Moi, je suis élu pour 5 ans. Les résultats que je dois obtenir, c'est à la fin de mon quinquennat. Et si vous êtes candidat en 2017, vous passez par une primaire? Écoutez, je me suis même pas posé cette question. Non. Très franchement. Vous croyez qu'aujourd'hui, je suis... L'autre jour, un de mes invités suggérait cette idée. Mais vous avez des invités... Julien Drey, que vous connaissez bien, un de vos amis. Mais ont le temps d'en parler avec vous. Bon. Moi, je suis dans un combat. Et c'est pas mon élection, ma réélection qui me préoccupe, c'est l'avenir de la France. Alors, ce qui nous préoccupe aussi, c'est l'Ukraine. Et j'imagine que ça vous préoccupe. L'Europe impuissante face à la menace d'une guerre civile qui est là, à nos portes, en Ukraine. Comment faire pour que l'élection du 25 mai se tienne, l'élection présidentielle? Est-ce que vous allez prendre une initiative avec Angela Merkel, par exemple? Le seul objectif que nous devons nous donner, c'est que l'élection présidentielle en Ukraine puisse se tenir le 25 mai. Et si elle ne se tient pas? Si elle ne se tenait pas, ce serait le chaos
et le risque de guerre civile. Voilà l'enjeu. Il est là ou presque. Nous y sommes presque. Oui. Donc il y a des moments où l'histoire se joue. Oui. L'élection présidentielle, elle a un objectif, permettre que le président qui sortira vainqueur de ce scrutin puisse être légitime aux yeux de tous. Les Russes, Vladimir Poutine, aujourd'hui, voudraient que cette élection puisse ne pas avoir lieu pour continuer à faire pression. À nous de le convaincre. J'ai d'ailleurs eu, par des voies indirectes, un rapport avec Vladimir Poutine pour lui signifier combien cette élection était pour la France majeure. Et que dit-il? Pour l'instant, je pense qu'il doit être sous la pression. La Vous pression, n'avez pas eu au téléphone ces derniers temps? J'ai eu suffisamment de contacts là ces derniers jours pour savoir que c'est cette question et c'est cette seule question qui doit être maintenant posée. Et donc, la pression doit être exercée par l'Europe tout entière, par les États-Unis, à travers les sanctions. Mais c'est l'intérêt aussi de la Russie, parce qu'elle ne peut pas être regardée comme le pays qui veut empêcher un autre pays, en l'occurrence l'Ukraine, de voter, d'exprimer par la voie populaire le destin qu'elle choisit, l'Ukraine. Donc, à partir de là, nous avons le devoir, les Européens, d'être cohérents. Et moi, je pense que c'est toute la question européenne qui est posée là. Oui. Est-ce que l'Europe est capable de porter un message simple, unique et avec le moyen de pression suffisant, les sanctions? Aujourd'hui, la France et l'Allemagne, vous avez raison, sont sur cette position et c'est ce qui peut nous permettre d'avoir l'élection. Une dernière question, ensuite nous passons aux auditeurs et téléspectateurs qui sont impatients, je le sais, François Hollande. Est-ce qu'une guerre civile nous obligerait à intervenir? Nous devons tout faire pour éviter la guerre civile. Parce que quand elle commence, on ne sait jamais quand elle finit. Je vous ai parlé de la Syrie. Quand je suis arrivé aux responsabilités de la France, il était encore possible d'arrêter le massacre en Syrie. C'était la position que j'avais Qui ne l'a pas voulu? À un moment, dire que les Occidentaux, le monde, la Russie bloquant. Monsieur Obama? La Russie bloquant, puisqu'elle avait son veto. La Russie bloquant de son côté. Est-ce qu'on peut faire sans le Conseil de sécurité? La réponse a été non, on ne peut pas faire sans le Conseil de sécurité. Rappelez-vous, en août 2013, lorsque les armes chimiques ont été utilisées en Syrie, j'ai dit, nous devons intervenir. Même s'il n'y a pas la délibération, la résolution du Conseil de sécurité. Les Américains ont préféré une autre voie. Et ne pas avoir empêché Bachar el-Assad, à ce moment-là, a été un signe qui aujourd'hui est entendu par d'autres. Et nous prenons le même chemin en Ukraine. Mais la France, Hollande. Mais la France a toujours pris la position d'éviter la guerre civile, d'éviter la guerre, mais à chaque fois de maintenir la pression. La France, depuis 2 ans, elle a été à la hauteur de sa mission. J'ai évoqué les interventions. Et c'est pas facile, parce que aussi... L'intervention Serval, d'ailleurs, au Mali, qui cesse. Les Français, quand on leur dit, je vais faire une intervention au Mali ou en Centrafrique, qu'est-ce qu'ils disent? Vous n'avez pas mieux à faire? Il n'y a pas suffisamment d'urgence en France. J'entends aussi ce message-là. Mais nous sommes la France. Nous sommes un grand pays. Nous sommes un pays qui compte sur la scène internationale, dans le concert mondial. Et donc, je préfère là aussi parfois prendre le risque de l'impopularité, mais d'être à la hauteur de la France.